BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Je sens que les sujets du jour vont vous plaire. La semaine de 3 jours, voilà, c'est très prometteur pour notre émission. Aujourd'hui, on est en direct jusqu'à 13h. Vous nous posez toutes vos questions sur la vie en entreprise. Il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, bfmbusiness.fr, vous pouvez évidemment donner votre avis sur ce sujet. Ne nous grondez pas, s'il vous plaît. Et puis, il y a les réseaux sociaux, LinkedIn, le live aussi sur X. Et le petit QR code, vous pouvez le flasher directement et vous tombez sur le formulaire à remplir. Vous pouvez vous adresser directement à nos 4 experts du jour. Nos experts du jour, en effet, à vos côtés, Sofiane Sabrina Kemel, avocate associée au cabinet FTMS Avocat. Bonjour Sabrina, on est ravis de vous retrouver. Émilie Corchia est avec nous, fondatrice et CEO de My Job Glasses. Les jeunes dans l'industrie et comment ils s'y adaptent et comment ils s'y forment, ce sera nos sujets évidemment. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Bonjour Benoît. Et Baptiste Amin, que nous accueillons aujourd'hui, cofondateur de Pimpan. C'est quoi Pimpan? Pimpan, c'est une alternative du quotidien. L'idée, c'est de supprimer le plastique à usage unique dans les maisons. Donc, voilà, on le fait avec du dentifrice, du gel douche. Voilà. Notre spécialité, nous, c'est la poudre à reconstituer. Voilà. Et donc, vous allez nous parler des produits du quotidien avec qu'on a chez soi. En l'occurrence, on va parler de temps de travail aussi beaucoup avec vous et de tous les sujets qui vont tomber aujourd'hui et qui nous seront posés. Première question, Sofiane. Une question d'actualité pour vous, Benoît Serre. Le projet de réforme de l'assurance chômage est-il déjà applicable? C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Je comprends qu'on ait du mal à s'y retrouver. Pour la petite histoire, le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de négocier. Ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente et dans ce cas-là, le gouvernement reprend la main. Donc le Premier ministre, il y a une quinzaine de jours, a annoncé le projet de réforme, mais enfin il ne peut pas faire ça comme ça, et qui ne sera pas applicable avant le 1er décembre prochain. Mais dans le cadre de sa déclaration de son projet, il a demandé à la ministre et aux partenaires sociaux de se ressaisir un certain nombre de sujets, dont le CDI senior. Donc entre l'annonce qui a été faite et l'application du 1er décembre, il peut se passer plein de choses qui peuvent modifier le projet initial. C'est un peu déstabilisant, et j'imagine même pas en entreprise, dans l'organisation. Parce que quand même, dans le premier quinquennat, on a déjà touché à la réforme de l'assurance chômage. C'est à peine entré en vigueur. C'est on est déjà presque pas entré en vigueur, la dernière négociation. Et on est déjà en train de parler des négociations suivantes. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est un peu ce que reprochent les partenaires sociaux, d'ailleurs des deux côtés, employeurs-employés, gouvernement, de dire, attendez, vous voulez déjà relancer une réforme alors même que celle qu'on avait négociée pour le coup avant n'est pas appliquée, qu'on n'a pas de retour sur investissement. Après, le gouvernement, il est confronté à une équation budgétaire absolument ingérable, et que par conséquent, c'est une des motivations. Il en donne une autre, qui est celle du plein emploi. On n'a pas le temps d'en discuter ici, mais c'est vrai que ça, je suis plus dubitatif sur l'effet que le projet de réforme tel qu'il a été présenté par le Premier ministre aura un impact sur le plein emploi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Vous parliez notamment des seniors, de ce qu'avance le gouvernement. On est quand même sur une piste de forte réduction avec des conséquences beaucoup plus lourdes socialement que par exemple la réforme des retraites. Oui, sur les seniors, le gouvernement a fait un espèce de mi-chemin. C'est-à-dire que d'un côté, il a décalé l'âge qui était de 55 à 57 ans pour bénéficier d'un régime plus favorable, parce qu'il a décalé de 2 ans avec la réforme des retraites. Donc ce n'était pas totalement illogique sur un plan mathématique. Il a effectivement aussi réduit la durée potentielle finale de prise en charge, mais bon, il y a eu un peu de protection des seniors. Les 2 autres sujets sur ceux qui ne le sont pas, il y a la modification des conditions dans lesquelles vous accédez à l'indemnisation. Ça, c'est une chose. Et puis, vous avez la réduction du temps durant lequel vous êtes indemnisé. Je pense que c'est ce dernier point qui va faire débat, plus que le premier. Après, sur les seniors, ils ont demandé, et tant mieux, ils ont demandé à ce que le sujet du CDI senior, qui avait été rejeté par les partenaires sociaux, reviennent sur la table et soient négociés différemment. Je ne peux pas vous dire que je suis contre, parce que c'est la NDRH qui l'a inventé et proposé. Mais on parle quand même d'une réduction. La première réforme, donc 24 à 18 mois, et la 18 à 15, sûr. Et la contracyclique. Ce qui d'ailleurs, sur la question de la durée et des conditions, nous met pas dans les meilleurs pays d'Europe, et de loin. En fait, on garde un statut un peu particulier en Europe parce que nos montants d'indemnisation au chômage maximum sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Voilà. On passe à la question du jour. Celle qui fâche, vous voulez dire. C'est ça, d'actualité, mais plutôt dans l'air du temps, la réduction du temps de travail ou la façon de travailler autrement. La semaine de 3 jours, on vous a demandé si c'était l'idéal ou si c'était pas souhaitable du tout. Vous avez réagi
Vous avez été nombreux à réagir. Loïc, qui est vendeur, nous dit « Faudrait voir à pas pousser mémère dans les orties quand même. La semaine de 4 jours, ce serait déjà bien. » Je tiens à préciser à Loïc, je crois que l'expression c'est mémé dans les orties, mais ça dépend. Ça dépend des C'est comme pain au chocolat et chocolatine, ça dépend des régions. Mémère, vous faites ce que vous voulez. Aurélie, elle, est pour même salaire, mais plus de temps pour sa vie privée. Elle pense que c'est une bonne chose. Et Perle, qui est médecin, dit « Je crois que je m'ennuierais les 4 jours de la semaine. » C'est quand même un risque, ça. Vous répondez quoi à ceux qui pensent s'ennuyer les 4 autres jours? Nous, chez Pimpant, on est à la semaine de 4 jours. 4 jours. On est à la semaine de 4 jours. Ça marche bien? Ça fait 1 an qu'on l'a adopté et oui, ça fonctionne bien. Je pense que le retour en arrière serait bénéfique ni pour personne, ni pour l'entreprise. Attendez, semaine de 4 jours ou semaine en 4 jours? On est sur quels horaires? Ouais, nombre d'heures? C'est une bonne remarque parce que c'est vrai que c'est important de faire la distinction entre est-ce qu'on essaye de compresser son temps en 4 jours ou est-ce qu'on essaye de revoir un petit peu son organisation, de revoir, d'essayer de mettre en place justement tout un ensemble de process pour devenir peut-être plus productif. Ouais. Et du coup, nous chez Pimpant, on a réduit le temps de travail, on a gardé le même salaire, donc on est passé de 35 à 32 heures sur la partie sur les équipes, sur la partie industrielle, et puis sur les personnes au niveau des bureaux, c'est pareil, c'est le même état d'esprit. On a pour les cadres, on a réduit de 5 à 4 jours tout simplement. Il y a d'autres réactions, Sofiane? Oui, Séverine, qui est à la recherche d'un emploi, nous dit si c'est pour travailler 12 heures par jour, la semaine de 3 jours, c'est pas la peine, c'est pour faire les 35 heures en 3 jours. Claudio nous dit pourquoi pas la retraite à 35 ans tant qu'on y est. Et Hugo, qui est consultant, dit oui, supprimons le lundi parce que c'est mal le lundi. Et le vendredi parce que c'est long le vendredi. Et le mercredi parce que les enfants, les animaux, les loisirs, au choix, c'est très important. Par contre, pour le mardi et le jeudi, j'ai plus rien là. C'est quand même un risque malgré tout que tout le monde veuille prendre ces mêmes jours. C'est-à-dire que plus personne ne veut travailler en début, en fin de semaine. En conservant le même salaire, surtout. Ouais, surtout. Non mais c'est ça qui est intéressant. Émilie? Alors nous on fait la semaine en 4 jours, une semaine sur 2. Pourquoi on a fait une semaine sur 2? Pour que tout le monde ait le même jour. Donc nous c'est le vendredi qui est off pour permettre aux salariés d'avoir un week-end qui est plus long. Et donc du coup on a coupé l'équipe en 2. Une équipe travaille 5 jours pour avoir quand même quelqu'un le vendredi, parce que pour nos clients et pour la gestion de l'entreprise c'est important. Pendant que l'autre partie ne travaille que 4 jours et donc compresse ses horaires pour tenir en 4 jours et on inverse la semaine d'après. Ouais. Alors ça marche plutôt bien, on a des très bons retours. Le seul petit changement qu'on ait fait, parce que ça fait un peu plus de 3 ans qu'on le met en place, c'est que maintenant on le fait après la période d'essai. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on arrive, c'est quand même une organisation d'arriver à travailler en 4 jours au lieu de 5 jours. Et donc, du coup, pour s'assurer que les salariés soient dans les meilleures conditions pour réussir cette période d'essai et comprendre comment ça fonctionne, on le fait à partir de la... Quand c'est de la pure organisation, on comprend bien, mais quand il y a même salaire, je veux dire, toutes les entreprises ne peuvent pas faire ça, Benoît. Moi, je suis un peu dubitatif. D'abord... sur la réduction de façon générale? Non, mais en fait, sur les 4 jours, alors les 3 jours... ne lui en parlez pas. C'est avec ou sans télétravail, parce qu'il y a un moment, les gens vont plus se croiser quand même. Ouais. Donc, je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention, parce que même LCDC, Laurent de la Clergerie, qui est parangon la semaine des 4 jours, il a tout à fait le droit de le faire, il avoue qu'il a supprimé un jour de télétravail. Donc il y a quand même, moi il y a une question autour de ça. Après j'ai une deuxième question qui est 3 jours avec même salaire. Il faut pouvoir se le permettre. 3 jours avec même salaire, c'est pas possible. Je connais des dizaines de PME, TPE qui sont plutôt sur des métiers industriels ou semi-industriels. Ça les ruine dans la seconde. Oui, mais vous partez du principe que ce serait une vraie perte de productivité. Non mais attends, ça, après il y a une troisième dimension, c'est qu'il y a un moment où il faut être un peu cohérent en fait. Pendant des mois, on nous a expliqué qu'il fallait travailler plus longtemps dans la vie. Bon. Maintenant, les gens n'étaient pas d'accord. Non, les gens n'étaient pas d'accord. Maintenant, on nous dit, en fait, bon, vous n'êtes pas d'accord, on l'a mis quand même en place. Maintenant, on va ouvrir des possibilités de travailler moins longtemps dans la semaine. Il y en a un matin, il va vous dire, j'ai une idée, je vais travailler plus longtemps dans la semaine et moins longtemps dans la vie. Parce que il y a un moment où il faut être cohérent. Et puis, il y a un dernier point, c'est que, mais après tout, que Pimpant fasse ça, c'est sa responsabilité, ça ne me pose aucun problème. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait une norme qui tombe. C'est-à-dire que si les entreprises décident de passer 3 jours, 32 heures, 28 heures, 12 heures, c'est complètement égal, c'est leur problème en fait. Oui. Mais la difficulté c'est quoi? C'est qu'on a déjà une difficulté de fonctionnement au travail, on a déjà une difficulté on a quand même 7,5% de chômeurs, je rappelle quand même. Donc ce que je veux dire par là c'est que ça me paraît un peu risqué de totalement désengager le travail à ce point-là. Parce que, vous savez, je finis là-dessus, au moment de développement du télétravail, tout le monde disait ça va être combien de jours, et on avait dit assez vite ça va être 2 jours. Pourquoi 2 jours? C'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
Pourquoi 2 jours? Parce que quand vous franchissez 3 jours, vous changez de monde. Vous passez plus de temps chez vous, entre guillemets, qu'au bureau. Donc vous vous détachez totalement. Je crains que la semaine de 3 jours, et encore une fois, Pimpon est tout à fait libre de le faire, c'est pas le sujet. Encore une fois, je n'ai pas de problème avec ça. Porte ce risque-là, c'est-à-dire une semaine de désengagement. Or, nous avons de plus en plus de métiers qui peuvent se faire à distance, plus en plus une sorte de mondialisation des compétences. Je crains qu'on ne soit pas les gagnants dans cette affaire. Continuez à réagir à ce sujet passionnant sur notre adresse. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Ce serait envisageable chez Pimpon de faire 3 jours? Ça serait envisageable. En fait, nous, ce qu'on essaye, j'ai une bonne remarque, je trouve, c'est le sujet de est-ce qu'on désengage les gens en passant de 5 à 4 jours. Moi, je suis pas forcément aligné avec ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de revoir son rapport au temps. Est-ce que on est dans un travail uniquement pour exécuter un nombre d'heures, ou est-ce que on est plutôt là pour exécuter des tâches dans sa semaine. Là où chez Pimpon, on arrive à le faire, et nous, on a aussi une partie des équipes qui sont en 100% télétravail. On a aussi une partie des équipes qui vont être sur de la logistique, sur des métiers industriels. On a toutes les typologies de métiers. Donc l'organisation le supporte, en fait, c'est faisable. Oui, c'est faisable sur cette partie-là. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement d'essayer de se concentrer sur son équilibre de vie générale. Qu'est-ce qu'on est capable de donner chaque semaine? Et si on arrive à faire le job en 2 jours, pourquoi pas une semaine de 2 jours, hein. Sofiane. Une question pour Sabrina, c'est Pauline qui est directrice d'un hôtel. Elle nous dit un salarié a porté plainte contre un collègue à lui pour des faits de harcèlement, mais sa plainte a été classée sans suite. Or, avant de savoir que l'affaire avait été classée, j'ai licencié le salarié présumé harceleur et il a assigné l'entreprise au prud'homme. Le classement sans suite est-il problématique? Sabrina. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a une dichotomie entre le pénal et le civil. Donc le classement sans suite, il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas problématique en soi. Là, on n'avait pas connaissance du classement, si je comprends bien la question. Donc, le prud'homme n'est pas contraint de tenir compte d'un éventuel classement sans suite. En revanche, là où ça peut poser difficulté, c'est quand vous licenciez un salarié pour des faits, par exemple, de vol, que vous portez plainte pour ces mêmes faits, et que là, c'est classé, parce que vous avez quand même un lien entre les deux. Je ne suis pas certaine que ce soit le cas dans cette affaire. Donc, il faut vraiment gardé à l'esprit qu'il y a une dichotomie entre le pénal et le civil, et que le prud'homme n'est pas tenu, d'un point de vue juridique, par le pénal, par la décision de classement. Donc. Malgré tout, ça pose quand même un petit problème de cohérence, non? On entend beaucoup parler, en lisant la question, ça nous fait quand même penser à tout ce qu'on se dit sur la présomption d'innocence et donc le fait que la justice va à 2 vitesses finalement. Est-ce que les prud'hommes qui n'arrivent pas au même moment que le civil, ça pose pas un problème? Oui, mais alors, oui, la procédure pénale est très longue. Le prud'homme est long aussi, hein. Mais le pénal encore plus long. Donc, si vous voulez, le conseil de prud'homme, il ne va pas surseoir à statuer le temps que votre plainte aboutisse ou non. Sinon, on y est encore dans 5 ans. C'est pas possible. Et puis, il y a un point, peut-être que les gens n'ont pas à l'esprit, enfin, en tout cas, ceux qui ne sont pas juristes, c'est que pour qu'une plainte aboutisse, il faut qu'il y ait un élément intentionnel. Il faut qu'il y ait une intention. Vous voyez, ce que le prud'homme, au final, ne demande pas. Ouais. On n'est pas sur les mêmes critères. Ouais. Sofiane. On ouvre notre boîte aux lettres. On a besoin de vos conseils en orientation, Émilie. Nicolas nous dit quelle est la meilleure école de commerce en Europe. D'ailleurs, y a-t-il une meilleure école de commerce? Ouais, est-ce qu'on peut répondre d'ailleurs à la question de cette façon-là? Mais c'est intéressant. Moi, je ne peux pas y répondre directement, mais il y a des classements qui sortent, et il y a plein de classements, et en fonction des classements, les résultats seront différents. Après, il faut se poser la question de pourquoi on veut savoir quelle est la meilleure école de commerce. Et si on est sur une question d'orientation, l'orientation, elle ne doit pas aller que vers je fais le truc qui est le meilleur parce que ça m'assure quelque chose. Il faut aussi s'assurer que ça va intéresser l'enfant, que le jeune se projette derrière dans les bons métiers et que c'est la formation qui sera la bonne pour lui. Ouais. Donc la question de quel est le meilleur n'est pas la seule question à prendre en compte. C'est intéressant ça, Benoît Serre. Est-ce que les DRH en recrutement vont avoir ce prisme-là? Regardez, bah oui, il a fait la meilleure école, ça rentre. C'est plus la personnalité? Il y a les deux en fait. D'abord, vous avez plusieurs choses. Vous avez c'est curieux de voir que certaines entreprises, notamment des grandes, elles ont des liens avec une certaine école. Et donc elles passent leur temps à recruter des gens de cette école-là. C'est comme ça. Le
le sujet de l'école, il aide peut-être à entrer, mais il n'aide pas à rester, en fait. Même si on est en France, qui est un pays vraiment spécial sur cette question-là, où la question de l'école, le diplôme que vous avez eu, vous poursuit jusqu'à la retraite. C'est vrai. Moi, je me souviens d'un jour, un chasseur de tête, très bien par ailleurs, qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai quelqu'un, il a 48 ans, il a fait je ne sais plus quelle école, HEC, SEC, je sais pas quoi, il est très bien. Je dis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a fait entre HEC et maintenant, en fait, parce que je suis très content pour lui qu'il ait fait HEC ou l'ESSEC. Ouais. Donc c'est pour ça que, alors après, on sait néanmoins qu'il y a certaines écoles qui sont assez adaptées, et donc on les regarde, mais je crois que c'est en train de s'égaliser petit à petit, pour la raison que vous avez indiquée, à savoir l'autre dimension. Et puis, il faut tenir compte d'un élément qui est en train de changer le marché assez fortement, c'est qu'on est passé de 300 000 apprentis alternants à 1 million. Ça veut dire que les liens qui s'établissent entre les salariés et les écoles via l'alternance sont en train de changer, non pas l'ordre, d'une certaine manière, le regard qu'on a. Quand vous avez beaucoup d'alternants de telle école, vous allez avoir tendance à les recruter parce que vous les avez avec vous pendant 1 an, 2 ans. On va y revenir dans un instant. On va se séparer quelques secondes et on va parler tout à l'heure des titres restaurants, Sofiane. Et oui, supermarché, restaurant ou commerce alimentaire, où dépensez-vous vos titres restaurants? On a le podium. Je vous laisse réfléchir et me donner la bonne réponse. On en parle dans un instant, juste après la pub. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On continue à répondre à toutes les questions que vous nous posez en direct jusqu'à 13h. Une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, bfmbusiness.fr, c'est l'adresse mail à laquelle vous nous adressez tous vos courriers jusqu'à 13h. Nos 4 experts sont là pour vous répondre. Baptiste Amin, cofondateur de Pimpan, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, Émilie Corchiac, fondatrice et CEO de My Job Glasses, et notre juriste Sabrina Kemel, avocate associée au cabinet FTMS Avocat. On parlait il y a un instant de dépenses des titres restaurants, Sofiane. Tout à fait, parce que les discussions autour de son élargissement se poursuivent. De quoi aider le pouvoir d'achat des salariés français, mais qui agace les restaurateurs. Alors, supermarché, restaurant ou commerce alimentaire, où est-ce que les titres restaurants sont le plus dépensés? Est-ce que vous avez la bonne réponse autour de la table? D'après vous, Benoît? Je pense qu'avec l'inflation, c'est les commerces alimentaires qui Émilie? Ouais, au supermarché, quoi. C'est quoi la réponse? C'est supermarché, 36%, puis viennent les restaurants, 34%. La part a beaucoup baissé, et puis les commerces alimentaires, 24%, mais qui sont en forte hausse selon un sondage via Voice. La part des restaurateurs donc diminue, c'est normal avec cet élargissement qui a été prévu. Un article de BFM Business nous apprend aujourd'hui que le gouvernement est plutôt favorable à une pérennisation du dispositif actuel. Mesure très populaire, les Français interrogés seraient 96% à souhaiter pouvoir continuer à régler leurs courses avec des titres restaurants. On comprend, et finalement c'est devenu un peu un acquis, Benoît Serre. C'est difficile de revenir en arrière maintenant qu'on l'a donné. Ça va être difficile. Ça va être long. Après, l'inflation, elle a eu lieu, mais les prix n'ont pas rebaissé. Donc voilà. Puis il y a un troisième élément qui doit jouer, à mon avis, dans les villes en particulier, c'est que les entreprises ont commencé à changer un peu leurs aménagements de locaux et ont mis des espaces qui sont beaucoup plus conviviaux. Et donc, finalement, les équipes aiment bien déjeuner ensemble en allant chercher dans les commerces alimentaires, au supermarché. Donc c'est vrai que tout ça doit jouer, mais je comprends les restaurateurs. Et là aussi, l'entreprise se transforme. Et il y a une piste qui est défendue, c'est celle d'un double plafond qui serait donc différencié plus haut pour les restaurateurs et les boulangers et différent pour les supermarchés. Oui, mais vous avez une autre tendance qui existe beaucoup, qui est de donner en fait une certaine somme d'argent aux salariés et il fait ce qu'il veut avec. Donc c'est pas que de la restauration, ça peut être louer un vélo, ça peut être, vous voyez, c'est en train d'évoluer aussi. Vous avez des grands acteurs historiques du titre restaurant, je ne veux pas faire de com ou de pub ici, mais qui sont en train d'étendre finalement leur service en disant, après tout, pourquoi forcer les gens à utiliser ça ou ça ou ça? On leur donne une somme d'argent par an, ça vaut pour leur transport, ils peuvent affecter comme ils le veulent les choses, et je trouve que ça c'est un mouvement assez intelligent en fait. Baptiste? Oui, nous c'est ce qu'on a chez Pimpan. On a un budget général, c'est 2 000 € par an. Et en gros, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est plutôt c'est principalement nous par rapport à l'aménagement en 100% télétravail, où si les gens vont avoir envie d'être bien chez eux, ils vont pouvoir acheter un bureau, ils vont pouvoir vraiment se sentir mieux chez eux, ou s'ils préfèrent aller dans un coworking, ou aller se rencontrer avec les équipes, nous qui sont aux 4 coins de la France. Ça fait partie du budget. Et l'idée, c'est vraiment on n'est pas aidé sur ce sujet-là, mais justement de laisser pas mal de flexibilité. Et je trouve ça intéressant de laisser de la flexibilité dans le budget.
budget. Le maître mot. Vous êtes 100% télétravail chez Pimpan? On a la moitié des équipes qui sont en 100% télétravail. Ouais. En plus des 4 jours, donc. Enfin, les deux. On cumule. Parce que l'un des C'est un objectifs, test, c'est un laboratoire. on parlait aussi, les restaurateurs le défendent encore, du bien manger et de la nécessité de resserrer. Est-ce que d'allouer un budget comme ça général où on se dit on peut acheter un vélo comme on peut acheter sa salade dans l'épicerie du coin, ça fausse pas un peu le jeu finalement? Nous, en l'occurrence, c'est en complément des tickets restaurants et donc il n'y a pas, voilà, il y a. Nous va aussi, aller postuler. On fait du complément des tickets restaurants, mais on flèche les tickets restaurants d'un côté. Après, on a un budget télétravail pour que les salariés se mettent, soient bien chez eux et puissent travailler comme il faut. Et on a un truc qui est important pour nous aussi. On a un budget tous les mois. Pour que les collaborateurs puissent acheter des livres et des éléments qui les aident sur tous les éléments en lien avec le travail. Donc c'est pas pour aller acheter le dernier livre, un roman. C'est pour le boulot. Plus pour aller sur des sujets. Donc ils peuvent s'acheter des revues qui peuvent les intéresser, écouter des audiobooks qui sont en lien avec les sujets. Il y a un budget et on en fait ce qu'on veut pour pouvoir continuer à s'épanouir en lien avec le boulot. Benoît? Non, moi, je trouve ça très bien. Je trouve, il faut faire attention parce que faut pas perdre de vue que vous avez aujourd'hui 70% des gens qui peuvent pas télétravailler. Vous avez 60% des gens qui sont dans des lieux de production, des usines, et tous ces gens-là, tout ça, eux, ils ont pas ça. Oui. Ils ont pas ça. Et ensuite, sur le calcul du temps de travail que vous évoquiez tout à l'heure, ça fait un siècle que la durée hebdomadaire de travail constitue le principal indicateur de progrès social. Donc y toucher, c'est extrêmement sensible. Je dis pas qu'il faut pas y toucher. Je dis pas qu'il faut peut-être raisonner comme vous le faites. Mais ça, ça signifie un changement de la société du travail, de droit du travail, absolument considérable. Mais ce que je voudrais pas, ce qui m'inquiète toujours un tout petit peu, c'est que tout ça, c'est des initiatives très bonnes. Mais ça laisse de côté quand même une grosse partie de la population salariée qui travaille dans des conditions parfois difficiles sur un plan physique et qui n'ont pas accès à tout ça. C'est pas leur problème. Leur sujet, c'est qu'ils sont sur les 3-8 ou sur les 2-8 et que je trouverais un peu dommage qu'on ait le sentiment que l'évolution du travail qui est nécessaire avec des initiatives comme celle-là et qui est très positive, finalement ne profite qu'à une part minoritaire, un peu les happy few de l'affaire. Vous savez, pour finir là-dessus, il y a une grande entreprise de grande distribution qui s'est rendu compte que ces managers de terrain étaient en télétravail quand les autres étaient sur le terrain. Il y a un moment où c'est absurde. Une entreprise, on l'a vu pendant le Covid, c'est aussi un lieu social. C'est pas qu'un lieu de production. Et je trouve qu'avoir ces approches-là, ça renferme le travail comme juste un élément de productivité, alors que on le sait, les entreprises sont bien plus larges que ça. Continuez à réagir sur notre adresse. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Qu'en dit notre juriste? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Benoît. Ce que j'observe au sein de nos clients, alors principalement dans l'industrie justement, donc avec une forte population en production, c'est qu'on va vers une scission. On a une scission et donc deux mondes. Ceux des populations, notamment sièges, voyez, administratives, et puis les ouvriers, le personnel de production. Certains, qui vont être en télétravail 2 jours par semaine, qui vont pouvoir manger le midi au resto. Enfin bref, on n'est pas du tout sur déjà le même niveau de salaire. Ça, c'est à prendre en compte. Il y a des différences sont colossales. Oui. Vous voyez, donc ce que les ouvriers de production peuvent éventuellement se permettre, le cadre, lui, il se posera pas la question. Ouais. Non, mais et ça, je pense que c'est vrai, c'est pas assez pris en compte aujourd'hui. En tout cas, on l'oublie vite parce que ça concerne. On pense que ça concerne peut-être une minorité, alors qu'en réalité, on est plus sur de la majorité. Émilie ? Moi, je pense qu'il faut. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut faire juste attention de voir aussi les besoins des entreprises en face. Nous, si je prends par exemple une start-up, où en fait on est en effet pas en mode industriel et on est sur une petite population, on a des gros problèmes de recrutement. On a des enjeux, on grossit vite, on a besoin de recruter des personnes. On a la capacité de faire des choses en plus. En plus, nous, on travaille dans le domaine des ressources humaines. On a aussi ce conseil auprès de nos clients et de pouvoir tester des choses et d'être un peu laboratoire, comme vous le disiez. Nous, finalement, on s'est rendu compte de quoi ? De qu'est-ce que nos salariés veulent ?
comment c'est important pour eux. Moi, je fais pas du 100% télétravail aussi, et même j'ai mes jeunes qui m'ont dit qu'ils en voulaient pas, qu'ils ont un besoin de socialiser, ils ont besoin d'être au bureau, collectivité, etc. Mais en fait, l'idée c'est quoi? C'est quand on peut se le permettre, et je suis consciente que pas toutes les entreprises peuvent se le permettre, bien évidemment, de pouvoir essayer de voir ce qui est intéressant pour les collaborateurs. Et nous, on n'a pas changé les horaires de travail. On s'est rendu compte qu'en faisant un vendredi sur 2 off, le vendredi où on travaille, il n'y a pas de réunionnite parce qu'il y a la moitié de l'équipe qui n'est pas là. Donc c'est des moments où on peut être très très productif. C'est des retours qui sont positifs et en même temps ça force entre guillemets à s'organiser comme on peut pour pouvoir bénéficier d'un week-end plus large. Je suis tout à fait consciente que ça passe pas à l'échelle et que ce n'est pas pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais ça fait évoluer. Mais le point en fait, quand même. aussi, moi j'encourage les salariés à aller voir aussi comment ça se passe dans leurs entreprises, de trouver ce qui peut leur correspondre, mais ça ne peut pas correspondre à tout le monde, j'en suis consciente. Et en fonction des métiers, et en fonction de ce qu'on fait, et en fonction de la taille de l'entreprise, chacun a ses avantages. Nous, on n'a pas la possibilité, comme une grande entreprise, de proposer de l'intéressement ou d'autres choses. Voilà, c'est ça, c'est des avantages et c'est de l'attractivité. Et donc, c'est dans l'idée de l'attractivité. Sofiane. Un autre sujet qui concerne beaucoup de monde, de plus en plus en tout cas, c'est les salariés boomerang, ceux qui partent et puis qui reviennent toquer à la porte de leur ancienne entreprise. Cette proportion aurait augmenté de 36% en 3 ans selon le baromètre LinkedIn de l'emploi. Et on a au téléphone une salariée boomerang, c'est comme ça qu'on va vous présenter le petit coup de tel. Bonjour Émilie Narcy, vous êtes DRH pour un cabinet de recrutement. Alors racontez-nous l'aller-retour que vous avez fait. Bonjour, écoutez, l'aller-retour en plus il a été assez international dans mon cas. Vous êtes parti d'où? Vous partiez d'où? Vous êtes revenu où? J'ai travaillé en France et j'ai été recrutée par ce cabinet de recrutement international en Irlande qui m'a ouvert les yeux sur plein de perspectives à l'international, une façon de travailler vraiment différente de ce que je connaissais en France. Et puis j'ai fait 2 ans avec eux, ils m'ont même donné l'opportunité d'ouvrir leur bureau sur Barcelone. Donc je les ai suivis à Barcelone, sauf que 2 ans et demi plus tard, je me suis dit que j'avais autre chose à faire et que j'avais à peine 30 ans et j'avais envie de continuer d'explorer des choses. Donc, j'ai démissionné. J'ai décidé de quitter l'entreprise et d'aller explorer de nouveaux horizons. Ça s'est très bien fini. On s'entendait, c'était une entreprise vraiment familiale avec de très belles valeurs. Ça s'est bien fini, même si c'est jamais très heureux un départ. Et puis, on est resté en contact mon cœur m'a rappelé en Irlande. L'Irlande me manquait énormément. Je suis revenue en Irlande et j'étais toujours en contact avec eux, mais en tant que prestataire, puisque j'étais RH et j'utilisais ce cabinet de recrutement pour m'aider dans mes recrutements. Et puis, en fait, on s'est retrouvés. Et si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. 10 ans jour pour jour, après ma première date d'intégration. Mais là, je suis revenue en tant que directrice des opérations et des ressources humaines pour aider le fondateur à continuer de faire avancer la société. Mais alors, comment ça se passe un retour 10 ans après? Les équipes ont potentiellement changé, l'eau a coulé sous les ponts. On revient, on dit coucou, c'est moi, je suis parti 10 ans, reprenez-moi. Presque, non. Ça s'est fait parce que les relations se soignent. Quand on part, on ne dira jamais assez. Un départ, ça se soigne comme une arrivée. Donc, mon offboarding a été très, très bon dans l'entreprise à l'époque. On a pris le temps de comprendre pourquoi je partais, de quoi j'avais besoin. Et je me souviens que le fondateur m'avait dit « tu as trouvé ta passion ». Je suis partie travailler dans une entreprise de mode. Il m'a dit « tu as trouvé ta passion et tu vas pouvoir grandir ». Et effectivement, j'ai pu voyager à l'international, travailler dans différents pays avec cette nouvelle entreprise, mais on s'est suivi. Et puis en fait, moi j'ai toujours suivi aussi ce qui se passait dans leur entreprise parce que effectivement, il y a du turnover, il y a des gens. J'entendais ce que vous disiez avant. Effectivement, l'entreprise c'est aussi un lieu social. Donc j'avais des amis qui étaient restés dans l'entreprise, donc on se tient presque un petit peu la main. Et puis je me suis nourrie beaucoup d'autres pratiques d'une entreprise dans un secteur complètement différent, d'une taille complètement différente, de culture différente. Et on se disait, en se revoyant, en Irlande, du coup, autour d'une bière, parfois. Avec modération, je le rappelle. Avec modération, toujours. On échangeait et on se disait, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça et comment tu vois ça? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait encore envie de travailler ensemble. Et quand il m'a proposé de revenir, je voyais aucun problème, en fait. Je me disais, mais pourquoi je suis partie? Et en fait, pourquoi je suis partie, j'ai bien fait à une époque. Parce que
j'ai été chercher d'autres choses à l'étranger et je suis revenue d'autant plus forte ici. Je me suis réintégrée dans les équipes avec l'idée de l'ADN que j'avais connu quand moi j'étais à leur place, quand moi j'étais consultante. Qu'est-ce que moi j'avais mal vécu ou qu'est-ce que moi j'avais eu envie de trouver, qu'est-ce qui m'avait passionné à l'époque, et puis de pouvoir le redonner à cette nouvelle génération de nouveaux employés. Et puis j'avais les codes, j'avais l'historique, j'avais tout ça, mais j'apportais d'autres choses en plus. Merci beaucoup Émilie pour ce témoignage. C'est vrai que c'est une tendance hyper intéressante. Oui, on se demande qu'est-ce que ça change dans ces allers-retours, dans notre façon d'appréhender aussi nos départs, Benoît Serre. Parce que parfois, on peut se dire aussi qu'il faut effectivement soigner sa sortie et qu'il faut faire attention. On peut revenir dans l'entreprise. Plus 36% en 3 ans quand même. C'est un mouvement qui est en train d'évoluer très vite dans ce sens-là. Et vous avez une entreprise qui assume totalement, très fièrement, j'ai vu ça sur LinkedIn ou ailleurs, de dire on a retrouvé 1000 personnes qui nous avaient quittés, on est hyper content qu'ils soient revenus. Ça, c'est un vrai changement. Vous savez, moi, je suis très, très âgé. Donc, quand j'ai débuté ma carrière, quand vous partiez, vous étiez quasi un traître, en fait. Ouais. Donc, il y a plusieurs explications à ça. D'abord, on l'a évoqué tout à l'heure, la dimension culturelle, soft skills, machin, c'est un truc qui est de plus en plus lourd. Et donc, par conséquent, quelqu'un qui a passé du temps chez vous et qui revient, que si ça s'est bien passé, bon, vous avez plus de chances que ça marche bien. D'autre part, vous avez aussi des gens qui se sont dit, je vais aller voir si l'herbe est plus verte qu'ailleurs, ils sont plutôt en début de carrière. Peut-être qu'elle était plus verte, peut-être qu'elle était moins, mais en tout cas, ils ont appris des trucs, donc l'entreprise qui les récupère, ils trouvent un intérêt. Et puis, la troisième raison que je vois à ça, c'est que on a tous des problèmes de recrutement. Et par conséquent, on se dit, tiens, si on pouvait récupérer un tel ou un tel. Il est fiable. Ça, c'est vu entreprise. Oui. Vu salarié, vous avez plusieurs avantages. Le premier, c'est que souvent, on quitte une boîte parce que les trucs vous énervent. Puis en fait, une fois que vous avez quitté, c'est comme les mauvaises nouvelles. En fait, vous oubliez les mauvaises nouvelles, vous gardez les bonnes. Ouais. Et donc, vous dites, mais c'est marrant parce qu'en fait, j'avais quand même des gens avec qui je travaillais vachement bien. La boîte, après tout, c'est vrai qu'elle avait des défauts. Donc, vous commencez à vous demander. Et puis, l'autre raison, c'est que ce retour, je trouve que c'est assez positif, en fait. Pas de manière systématique. Si vous passez votre temps à partir à revenir, il y a un moment où ça va lasser tout le monde. Mais ça prouve que, fort intelligemment, il ne faut jamais se brouiller avec l'entreprise qu'on quitte, quelle que soit la raison pour laquelle on la quitte. Il faut toujours essayer. Ça vaut pour l'entreprise et ça vaut pour le salarié. C'est-à-dire ceux qui partent en démissionnant avec un air de vengeance, ils le paieront, ça n'a pas d'intérêt. Il faut rester surtout très distancié et dire, voilà, je m'en vais pour telle et telle raison, peu importe, mais surtout essayer de garder de bonnes relations, c'est pas toujours facile. Émilie ? Et comme l'a dit Émilie, il faut soigner l'offboarding. C'est-à-dire que c'est un point qui est extrêmement important. Des deux côtés, en fait, les exits. Prendre le temps, côté entreprise, de faire le point avec le salarié pour comprendre, en fait, la raison du départ. Et puis, en fait, il y a des départs qui sont logiques aussi, des fois. Quand il n'y a pas de possibilité d'évolution dans l'entreprise parce qu'elle ne le permet pas et qu'à un moment donné, le salarié a envie d'aller voir ailleurs, l'expérience que le salarié va acquérir sera positive aussi pour l'entreprise si tout s'est bien passé et qu'il y a un intérêt à revenir. Baptiste ? Ouais, moi, il y a une autre chose que je trouvais intéressante dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est aussi le pourquoi, quel est le sens aussi. Et je trouve que du coup, ce que la personne est en train de nous dire, c'est que elle y voyait un sens assez intéressant dans le fait de revenir dans son projet, dans le fait de aussi se poser les bonnes questions dans ce qu'elle a envie de faire. Et c'est vraiment ce qu'on essaye aussi de mettre au centre du sujet. C'est pas la semaine de 4 jours, c'est pas le 100% du travail. Moi, je considère que ça, c'est des outils qui vont permettre de mieux travailler. Mais la base, c'est quel est le sens dans le job que je vais avoir. Parce qu'on travaille 5 jours ou qu'on travaille que 2 jours par semaine, si on travaille dans des conditions compliquées, 2 jours, c'est déjà beaucoup trop. Et c'est un moyen aussi de savoir où on met les pieds. C'est-à-dire, en revenant sur le sens et faire les bons choix et savoir où on va, retourner dans une entreprise qu'on a déjà connue, c'est aussi rassurant parce qu'on sait quelles sont ses missions, on sait où on met les pieds. Et comme vous le disiez, l'herbe est parfois moins verte ailleurs qu'on ne le pense. Et donc, ça permet aussi de se rendre compte de ça. 10 ans après, c'est quand même... non, 10 ans après, c'est pas la même. C'est pas un vrai boomerang, en fait. Mais les 36% dont on parle, ils prennent pas 10 ans en général. Les boomerangs, c'est 2 ans. 2 ans et demi en moyenne. Et c'est important, Sandra, de préciser aussi que les entreprises sont favorables à soigner la sortie de leurs salariés. Nous, on voit beaucoup d'entreprises, de clients, des DRH qui nous disent ce salarié-là, on n'a pas de raison de refuser une rupture conventionnelle, on n'a pas de raison de refuser ça ou ça. On le fait, il a servi l'entreprise pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans. Évidemment, on l'accompagne et on fait du mieux qu'on peut pour ce salarié. Et à l'inverse, on va accepter une rupture conventionnelle qu'on n'aurait pas forcément acceptée parce qu'on se dit que potentiellement on ne voulait pas s'en séparer, donc s'il revient...
Si, bien sûr. Non, mais si, moi, j'ai pas le sentiment, si vous voulez, que les boîtes, en tout cas, moi, celles avec lesquelles je travaille, se disent non, et des positions de principe. Non, on refuse la rupture conventionnelle. Non, on refuse ça. Il n'y a pas de position de principe, en fait. On essaye d'accompagner le salarié jusqu'au bout et on fait du mieux que l'on peut. Selon la personnalité, enfin selon la personne bien sûr, mais... Réagissez évidemment à ces sujets dont on parle depuis tout à l'heure. On va passer à la question JO. Avec vous, la question JO. Voilà, question d'organisation. Comment les entreprises s'organisent pour cette période qui va être si particulière. Comment on régularise aussi certaines situations aujourd'hui. C'est ça, Sofiane. Oui, une question de droit social. C'est donc pour vous, Sabrina. Je suis salarié dans le BTP. J'ai déposé mon dossier pour régulariser mon titre de travail. Je n'ai pas encore reçu et je dois commencer à travailler fin juin pour les JO. Mon employeur peut-il refuser que je commence à exécuter ma prestation? Et si oui, est-ce qu'il doit quand même me payer? Alors, non, il n'est pas contraint de payer. Je réponds tout de suite parce que j'ai peur d'oublier, sinon. Mais on va y, revenir. Point de vigilance là-dessus, vraiment, parce que pendant la période des JO, et d'ailleurs ça commence dès maintenant, il va y avoir des contrôles intenses de la part des inspections du travail. Elles contrôlent aujourd'hui tous les jours. Pour avoir discuté avec des inspections du travail, c'est le chantier de l'inspection du travail pendant les JO, les titres de séjour notamment. Donc, pour ce salarié-là, normalement, quand il dépose son dossier, il peut avoir un récépissé qui l'autorise à travailler. Donc, je ne sais pas s'il l'a eu ou non, mais s'il ne l'a pas eu, alors il ne peut pas travailler puisqu'il n'est pas en situation régulière pour cela. Et l'employeur n'a aucune obligation de le faire travailler. Et je dirais même, il ne doit pas le faire travailler. Il a l'obligation de ne pas le faire travailler. Et les employeurs ont l'obligation de cesser toute relation de travail dès lors que les salariés ne sont pas en situation régulière. Le Code du travail l'impose. Et pour le coup, on ne peut pas se dire quel est le risque, c'est financier. Bon, très bien, parce qu'on raisonne aussi comme ça. C'est financier, pas de difficulté, s'il faut payer à la fin, je paye. Non, le risque, il n'est pas financier, le risque, il est pénal. On est sur du travail dissimulé et les juridictions pénales ne blaguent plus avec le travail dissimulé. Donc, il peut y avoir parfois des tolérances de l'inspecteur du travail quand il n'y a pas eu, par exemple, le renouvellement du titre de séjour parce qu'on est en attente. Donc là, vous suspendez le contrat de travail, mais vous ne le rompez pas. En revanche, pour un début de relation de travail, il ne faut pas recruter le salarié. Vous décalez son arrivée et vous ne le payez pas. Voilà pour la réponse à Joseph, à la question de Joseph. Il y a d'autres réactions, Sofiane? Oui, Madame Orientation, Émilie Corsia. Sharon nous dit, ma fille est en 3e et ses professeurs veulent l'orienter vers un lycée pro. Ça m'inquiète pour son avenir. Que me conseillez-vous de faire? C'est pas si grave, non? Non, au contraire. Le lycée pro, c'est des formations d'excellence aujourd'hui. On le dit pas assez. Au contraire, moi, j'encourage à aller dans cette voie-là. Après, ce qui peut être bien aussi pour assurer, et puis il faut savoir quel lycée pro, pour faire dans quelle spécialité, etc. J'encourage à aller rencontrer des professionnels justement issus de ces filières pour se rendre compte. Il faut savoir, et notamment on parlait d'industrie tout à l'heure, dans le cadre de la réindustrialisation du pays, il y a 1 million d'emplois qui vont être créés. Ce sont des emplois qui payent bien, sur lesquels on a des besoins. Et donc du coup, moi j'encourage fortement à aller prendre contact aussi avec des personnes dans ce domaine-là, notamment aussi des alternants. Nous, par exemple, sur la plateforme, on a des alternants qui sont des jeunes, donc qui ont à peu près le même âge, et qui vont pouvoir expliquer à la fois leur formation et à la fois leur job, et à quel point leur job est essentiel aujourd'hui dans cette chaîne de réindustrialisation. Donc c'est une bonne chose, et c'est bien d'avoir des filles dans l'industrie. C'est une fille, vous avez dit? Oui, en l'occurrence. Ouais, donc on a besoin de jeunes filles aussi dans ce domaine. Une question de plus, Sophia. Oui, Baptiste, je voulais vous faire réagir au témoignage de Laïla qui vient nous parvenir par mail. Elle nous dit, je suis responsable qualité dans la métallurgie et nous avons tellement de mal à trouver des personnes. Il y a deux mondes. Nous entendons déjà la différence entre les services support et l'atelier, les gens dans les bureaux, alors que nous, sans même parler du temps de travail. Baptiste. Donc là, c'est un sujet de recrutement? Oui, apparemment. Ouais. C'est une différence de traitement finalement. Oui, nous on a... C'est rigolo parce que j'en parlais la semaine dernière. On a un groupe d'entrepreneurs, on est basé en Normandie et on est dans une ancienne cité ouvrière et c'est très compliqué de trouver des gens parce que il y a la mer et parce que beaucoup de gens s'orientent vers des métiers restauration. Oui, touristiques. Voilà, beaucoup plus touristiques et c'est vrai que beaucoup expriment leurs difficultés à recruter des gens et c'est vrai qu'il y a une véritable compétition et d'où l'importance parfois de pouvoir utiliser
des outils comme la semaine de 4 jours. Il y a un autre sujet qu'on essaye de travailler avec ce groupe d'entreprises-là, c'est de prendre la parole un peu. Parce que parfois, des métiers aussi, des métiers de la métallurgie peuvent aussi potentiellement être sous-cotés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que l'importance et encore plus avec la nouvelle génération, c'est quel sens je vais avoir dans mon métier. Et il y a des métiers qui vont être parfois sous-cotés et qu'on devrait peut-être un peu plus mettre en avant. Et ça, je trouve que c'est aussi le rôle de l'entreprise. On continue à nous poser vos questions. Le temps file et on n'a pas eu le temps de répondre à la question d'Axel. On fera demain, évidemment, à votre question. On y répondra avec un de nos experts. Les réponses à la question du jour, Sofiane. Sur la semaine de 3 jours, est-ce que c'est idéal ou pas souhaitable ? Vous vous divisez en 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers disent que ce n'est pas souhaitable. C'est 65% sur LinkedIn, 64% sur X et 61% sur Instagram. Vos positions ont peut-être bougé avec cette émission et cet échange. Mais toutes les générations sont d'accord, c'est ça qui est marrant quand on voit les réseaux sociaux. La question de demain. Encore une question poil à gratter. Demain, 10 jours après la fermeture de Vivatech, les entreprises de la tech manquent-elles de diversité ? On en parlera demain avec un spécialiste des startups de la tech, un RH et une association qui veut faire bouger les choses en termes de diversité et d'inclusion. Merci à nos experts pour leurs conseils, pour leurs réponses. Merci à vous pour votre fidélité et vos questions envoyées à notre adresse avec vous à bfmbusiness.fr. L'émission est à revoir en podcast sur notre appli, notre site, en replay également. Dans quelques minutes, on est ravis d'avoir eu aujourd'hui Baptiste Amin, cofondateur de Pimpan, Benoît Serre, vice-président de la NDRH, Émilie Corchia, fondatrice de My Job Glasses et Sabrina Kemel, avocate associée au cabinet FTMS. Avocat, merci à vous de votre présence et de vos réponses. Et nous, on se retrouve demain, Sofiane. On fait le 4e jour de la semaine ? On le fait 4e jour, Allez. On est bien obligé. Nous, on fait partie de ces métiers qui ne font pas du tout de télétravail et qui sommes en 5 jours encore. Il y en a plein, on l'a dit. Bon, merci en tout cas et très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.